Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour la dernière partie de cette édition de Rabat consacrée comme chaque soir à la culture. Et aujourd'hui on parle livre, Un si long chemin, paroles de réfugiés au Maroc. C'est le titre d'un ouvrage publié par le psychanalyste et écrivain Jalil Benani, un ouvrage dans lequel il recueille les témoignages, les doutes, les peurs, mais aussi les réussites, souvent, de migrants au Maroc aujourd'hui. Ces récits sont accompagnés des photos de Mohamed Kilito et au-delà des parcours de vie, il nous invite également à une réflexion sur la question de la migration dans nos sociétés contemporaines. Jalil Benani est avec nous ce soir pour nous parler de cet ouvrage. Merci beaucoup, Monsieur Benani, d'être avec nous. Merci à beaucoup, Hanan Barhalas. Alors, le livre « Un si long chemin, paroles de réfugiés au Maroc », est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un mot de votre propre chemin qui vous a conduit à faire ce recueil de témoignages de migrants? Vous savez, moi je m'intéresse de longue date à la question migrante. D'ailleurs, c'était mon premier livre qui vient d'être réédité. C'est un peu grâce à ce livre, justement, que j'ai été sollicité par le HCR pour... C'est ce livre, Le corps suspect, le corps du migrant face à l'institution J'ai médicale. été sollicité en tant qu'écrivain, en tant que Marocain, et ayant travaillé sur les questions de migration. J'ai été sollicité par le HCR qui voulait dresser le portrait de réfugiés au Maroc pour aller contre les préjugés, les stigmatisations, voyez, et montrer des parcours de vie. Autant vous dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cette question? C'est la question du déracinement, de la perte des repères, de l'identité? La migration fait partie des questions essentielles de notre temps, vous voyez, à côté de l'économie, à côté de l'écologie. Et vous savez, les dernières années, ça a pris une importance énorme, et c'est pleinement dans l'actualité, avec la question des réfugiés. Donc, passer du migrant au réfugié et voir des réfugiés chez moi, c'était un retournement par rapport à mon travail, le travail que j'avais fait en France. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, les questions liées à la migration sont vues avec un grossissement chez les réfugiés, parce que les réfugiés ne peuvent pas retourner dans leur pays, justement, et ne sont pas sous la protection de leur pays. Et de cette manière-là, justement, ça pose des questions essentielles concernant l'humain. Voilà, l'humain dans toute sa profondeur. Avec... toutes ces questions aussi, toutes ces problématiques. Alors, comment avez-vous travaillé pour cet ouvrage? Il y a des recueils de témoignages à travers tout le Maroc, des personnes venues plus d'une vingtaine de pays, si mes souvenirs sont bons. 16 pays. Alors, combien de temps cela vous a-t-il pris avant qu'on parle de la méthodologie? Écoutez, j'ai dû travailler 8 mois pour rencontrer les personnes, pour recueillir ces récits. Ces récits plus que témoignages, c'est-à-dire que les gens étaient libres de parler de leur parcours de vie. Et ensuite, il faut mettre ça en forme, évidemment. Il faut donner des choses qui font envie de lire et de parcourir, disons, des histoires. Mais avant, il faut quand même que je rende hommage au HCR parce qu'il y a effectivement une sélection. Il faut sélectionner. Il y a ceux d'abord qui acceptent de témoigner et qui savent qu'au-delà de leur récit, ils vont porter une parole au grand public, ça ils le savaient, et il fallait une diversité, donc proportionnellement c'est les Syriens, les Yéménites, les Ivoiriens, il y a aussi le Burundi, les Irakiens, le Soudan, le Soudan, l'Afghanistan, Palestine, etc., l'Afghanistan. Donc voilà, et puis aussi une diversité aussi en fonction du sexe et de l'âge. Donc, oui, il y a tout un travail de sélection avec l'équipe du HCR qui a été absolument formidable parce qu'on parlait beaucoup avant, vous voyez, et ceux qui veulent, ceux qui sont réticents, ceux qui refusent. Alors justement, vous êtes psychanalyste, est-ce que c'est difficile de faire accoucher ces personnes qui, on le présume, sont passées par beaucoup de souffrances, de les faire accoucher de cette parole, et est-ce que quelque part pour eux elle est libératrice? Oui, écoutez... D'abord, en tant que psychanalyste, vous le dites, je suis un praticien de la parole, d'accord? Donc, il est évident que mes questions sont centrées sur des questions, des choses sensibles, et j'avais quand même un plan dans la tête qui est de savoir comment ils arrivent, pourquoi ils arrivent, et aussi beaucoup pourquoi ils sont au Maroc et qu'est-ce qu'ils pensent du Maroc. Et ça, c'est
C'est très important pour nous, hein, ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous enseigne. Et d'ailleurs, dans l'écriture, pardon de vous interrompre, c'est très factuel. D'ailleurs, vous rapportez des faits très précis, c'est très factuel. C'est un regard, il nous apporte un regard en creux sur le Maroc, parce que nous vivons ici, il y a des choses que nous ne voyons plus, et le regard de l'étranger est très important sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons apporter, ce qui nous manque, et notre place dans le monde. Et la parole est libératrice, oui, parce que je peux vous dire que des gens qui ont été persécutés avant de venir ici, qui ont subi des violences, qui restent sous des menaces, sont très réticents à parler. Même quand on leur a expliqué le projet, même quand on respecte la confidentialité, puisque tout ce qu'on voit, ce sont des pseudonymes, ils sont méfiants. Mais la parole, non seulement, s'il vous plaît, si vous voulez, elle détend la personne, elle exprime et puis elle instaure une confiance, elle instaure une reconnaissance. C'est avec la parole qu'on reconnaît l'être qui est en face de nous. Si et c'est important pour des gens qui justement sont déracinés, cette reconnaissance qui leur permet quelque part de se replanter et de reprendre racine ailleurs. Oui, bien sûr, c'est-à-dire de leur montrer qu'on est là à leur écoute avec ce qu'ils peuvent nous apporter et qu'on est là pour les accompagner. Et là, le regard change totalement. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin de l'entretien, il y a une crispation et une détente totale avec une envie de se retrouver. Alors, il y a ces récits, mais est-ce que ça a été facile pour vous de ne pas devenir acteur quelque part de la construction du récit de ces gens, parce que vous êtes psychanalyste, donc est-ce que par les questions que vous leur posez, est-ce que l'analyse que vous faites en même temps de leurs propos, est-ce que c'est difficile de ne pas devenir acteur de ce récit? Écoutez, je me suis gardé de deux choses. D'abord d'interpréter comme je peux le faire quand je suis avec des patients, d'interpréter leur histoire ou d'interpréter un rêve. Donc là, ce n'était pas mon rôle, ce n'était pas, si vous voulez, des patients, ce n'était pas un cadre de travail professionnel. J'étais celui qui interrogeait, mais pas comme un journaliste, pas comme un sociologue, voyez, et comme psychanalyste, disons, citoyen, si on peut dire. Donc un observateur engagé. Oui, et d'une certaine manière, donc, ne pas interpréter et respecter les silences. Parce que la personne qui va parler de choses traumatiques ou quand elle fait des allusions au viol, par exemple une jeune fille, on n'a pas besoin d'approfondir davantage. Il faut respecter les silences, la pudeur. L'équilibre entre la parole et le silence. Mais en respectant pleinement leur dire. Voilà. Alors, quelle, je n'ai pas envie de dire leçon, mais qu'avez-vous retiré, qu'avez-vous retenu personnellement de ces témoignages et que vous souhaitez transmettre aujourd'hui? Alors, je disais que les migrants, les réfugiés nous apportent un regard sur nous-mêmes. Alors, les réflexions qui en découlent, c'est d'abord, en plusieurs points, c'est d'abord la question des traumatismes. C'est-à-dire que ces gens ont vécu des traumatismes, que ce soit des guerres ou des viols ou des persécutions. Certains le vivent encore, parce que beaucoup de familles sont encore éclatées, avec des parents absolument. Qui ne sont pas réunis. Et tout un chacun peut être amené à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre, et que faisons-nous dans ce monde si on est là juste pour nous-mêmes et pas pour aider les autres. Donc, si vous voulez, ça interpelle pleinement la question du lien social, et donc du lien social dans notre société. La deuxième chose, c'est la question identitaire. C'est-à-dire que quand des gens quittent leur pays et doivent réussir, vous l'avez dit, parce que l'important, c'est aussi de montrer que ce n'est pas simplement des gens qui sont qu'on voit dans la rue et qui mendient. Non, il y en a beaucoup. Oui, il y a le très beau portrait de Diane, une femme médecin pédiatre qui a d'ailleurs fini sa scolarité ici au Maroc. Oui, il y a un Chinois qui a créé une entreprise qui fait travailler 8 familles. Il y a le Syrien à Azro qui a aussi sa petite société puisatier. Voilà, absolument. Donc la question identitaire, c'est la question, elle interpelle l'intégration. C'est-à-dire que pour s'intégrer, il faut pas renoncer à ce qu'on est, mais il faut acquérir des éléments de la culture du pays où on vient. Donc, les plus intégrés apprennent Darija, vous voyez, et fréquentent les voisins. Et d'ailleurs, leurs enfants parlent mieux Darija. L'autre question, c'est la question religieuse. Alors, vous voyez, quelle place elle a la religion? Elle est une composante de l'identité. Et les réfugiés subsahariens, notamment, disent que autrefois, les religions cohabitaient très très bien. Ce sont les guerres qui ont divisé dans leur et la politique, pays. si vous voulez, qui ont divisé. Et puis, il y a la fameuse question de l'hospitalité chez nous. Voilà, jusqu'où sommes-nous hospitaliers, avec qui nous sommes hospitaliers? Et la notion d'hospitalité légendaire
est à repenser, à renouveler. Elle est remise en cause. Merci beaucoup Jalil Bennani de nous avoir fait découvrir donc cet ouvrage, Un si long chemin, paroles de réfugiés au Maroc. Et on précise aussi qu'il vient d'être traduit en arabe dans une version un petit peu plus concise, mais il est disponible dorénavant aux éditions à la croisée des chemins en langue arabe. Merci beaucoup monsieur Bennani. Et bientôt j'espère en allemand, puisque vous savez les Allemands ont beaucoup travaillé, accueillent aussi les réfugiés. Donc ça fait encore plus voyager ces récits. Merci beaucoup monsieur Bennani. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition de Rabat. Restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Média TV.